La démocratie italienne telle que nous la connaissons aujourd'hui est le fruit d'un processus historique majeur qui s'est consolidé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Avant cela, l'Italie a connu une monarchie constitutionnelle, suivie d'un régime fasciste autoritaire dirigé par Benito Mussolini entre 1922 et 1943. C'est donc à la chute de ce régime et à la fin du conflit mondial qui a ouvert la voie à une profonde transformation politique. La démocratie italienne a officiellement vu le jour en 1946, à la suite du référendum institutionnel du 2 juin, au cours duquel les Italiens étaient appelés à choisir entre la monarchie et la République. Ce scrutin historique a abouti à l'abolition de la monarchie et à la naissance de la République italienne. Pour la première fois, les femmes ont également pu voter, marquant donc un tournant dans l'histoire politique du pays. Ce changement de régime a été accompagné par la rédaction d'une nouvelle constitution, entrée en vigueur le 1er janvier 1948, qui a donc posé les bases de l'État démocratique italien, fondé sur les principes de liberté, de souveraineté populaire et de séparation des pouvoirs. Les principaux acteurs de cette transition démocratique ont été les partis de la résistance antifasciste, notamment la DC, donc la démocratie italienne, le PCI, le Parti communiste italien, mais aussi le PSI, le Parti socialiste italien. Bien que ces derniers avaient des divergences idéologiques, ils étaient ensemble et ont contribué à la rédaction de la Constitution et à l'établissement d'un nouvel ordre politique pluraliste. Maintenant, voyons comment est construit le système politique avec ses élections et ses nominations. Là, on va commencer par la Chambre des députés. Sa construction est décrite par la version de 2020 de l'article 56 de la Constitution et par le reste de la section 1 du titre 1er qui concerne le Parlement et par le titre 5 qui concerne les régions de la Constitution italienne. Pour construire cette chambre, il faut prendre la population entière de l'Italie, puis diviser ce nombre par le nombre de circonscriptions. Cela donne un quotient, et si une circonscription possède plus d'habitants que ce quotient, elle a le droit à un siège. Si le nombre de sa population est 2 fois plus élevé que le quotient, elle a 2 sièges. Inversement, si le nombre d'habitants est inférieur au quotient, alors la circonscription n'élit aucun député. Mais chaque circonscription a en fait un siège attribué. Prenons par exemple ce schéma. On a 4 circonscriptions. La A, la B, la C, la D, elles ont chacun un nombre d'habitants et au total on a 3 millions d'habitants. On veut distribuer 10 sièges de députés. Du coup on va faire le calcul 3 millions divisé par 10, ça fait 300 000. On voit donc que la A reçoit 3 sièges, la B 3 sièges aussi, la C 2 sièges, la D 1 siège. On a distribué 9 sièges, mais il nous en faut 10. Du coup on va regarder dans la population non utilisée pour avoir un siège, et on va voir le plus fort reste, c'est la formulation de l'article 56. On voit que le plus fort reste, c'est la A. Il lui reste 200 000 habitants. Du coup, on va lui donner le dernier siège. Et on a bien 10 sièges à la fin. Alors, une fois que les sièges sont attribués, les députés sont élus au suffrage universel direct. Le système est assez complexe, il faut élire 400 députés, dont 8 sont élus par les Italiens résidant à l'étranger. Parmi les 392 restants, 147 sont distribués au scrutin uninominal à un tour, c'est-à-dire que le candidat ayant reçu la majorité relative, donc plus que les autres, est directement élu. Et 245 sont distribués au scrutin proportionnel plurinominal. En fait, la répartition des députés parmi les sièges de la circonscription se fait comme pour la répartition des sièges parmi les circonscriptions. Pour expliquer, l'Italie est découpée en grandes circonscriptions, et ces grandes circonscriptions sont découpées en petites circonscriptions. Chaque petite circonscription doit élire un député, et ce vote est uninominal à un tour. Il y a donc 147 petites circonscriptions. Chaque grande circonscription doit élire le nombre de députés correspondant au nombre de sièges qu'elle a reçus grâce à son nombre d'habitants. L'ensemble des grandes circonscriptions doit en tout élire 245 députés. Pour la répartition des députés, on reprend le schéma d'avant, mais en remplaçant le nombre d'habitants par le nombre de votes et les régions A, B, C et D par des partis. Donc, quand un citoyen de au moins 18 ans va voter, il vote pour le député uninominal
et pour le parti politique qui répartira ses députés dans les places que lui confère le vote proportionnel plurinominal. Pour être élu député, en revanche, il faut être un citoyen de plus de 25 ans. Maintenant, voyons le Sénat de la République. La construction du Sénat est décrite par l'article 57. Il y a 200 sièges à répartir, 74 uninominaux et 222 représentatifs plurinominaux. Comme pour les députés, les 74 sont élus par les petites circonscriptions et les 122 sont élus par les grandes circonscriptions selon exactement le même système que pour les députés élus représentativement. Nous ne l'avions pas dit précédemment, mais pour être élu au scrutin représentatif des grandes circonscriptions, il faut que le candidat ait reçu au moins 3% des votes pour être élu et au moins 10% pour les coalitions. Pour élire les sénateurs, c'est comme pour les députés, mais pour être sénateur, il faut avoir plus de 40 ans. Selon les articles 60, 61 et 62, les chambres sont élues pour 5 ans, et tant que les prochaines ne sont pas constituées, elles restent au pouvoir. Et les sénateurs ou députés peuvent être réélus plusieurs fois consécutivement sans aucune limite. De plus, selon l'article 59, un président ayant fini son mandat peut, s'il le souhaite, faire partie du Sénat jusqu'à sa mort. Maintenant, voyons le collège électoral. Le collège électoral est composé de tous les députés et sénateurs, ainsi que 58 délégués régionaux, qui servent à représenter même les régions les plus minoritaires. Selon l'article 83, chaque région a 3 délégués élus par le conseil régional, sur lesquels nous reviendrons, à part le Val d'Aoste, qui en a qu'un. Maintenant, voyons le président de la République. Le fonctionnement est décrit par le titre second de la Constitution. Le président est élu par le collège électoral, chaque membre a une voix. Le système vise à mener à un accord. Selon l'article 83, il y a une liste de X présidents. Pour que le président soit élu, il faut que les 2/3 de la Chambre aient voté pour lui, ce qui est très peu probable. Ils font cela 3 fois. Si au bout de 3 votes, il n'y a toujours pas d'accord trouvé, on passe à un système où il faut 50% plus une des voix. Et s'il n'y a toujours pas de gagnant au bout de ce 4e tour, alors on continue autant de fois qu'il le faudra. Ce système est différent du français car il est représentatif et que ce n'est pas un système qui veut isoler 2 candidats pour avoir une majorité absolue. Lui cherche à avoir un accord. De plus, selon l'article 84, pour se présenter, il faut avoir plus de 50 ans et le mandat dure 7 ans selon l'article 85. Maintenant, voyons la Cour constitutionnelle. Elle est décrite par l'article 135. Elle est constituée de 15 membres, dont 5 sont nommés par le président de la République, 5 par le Parlement, qui se réunit en congrès, et 5 par le président de la magistrature. Ils sont choisis, je cite, parmi les juges de la Cour constitutionnelle, sont choisis parmi les magistrats, même en retraite, des juridictions supérieures, ordinaires et administratives, les professeurs d'université titulaires de chaires de droit et les avocats ayant 20 ans d'exercice professionnel. Ils sont nommés pour 9 ans et ne peuvent l'exercer qu'une seule fois. Désormais, passons au Conseil de la magistrature. Sa construction est décrite par l'article 104 et ses membres sont élus pour 2/3 parmi les catégories de professions judiciaires parmi les magistrats et pour 1/3 par le Congrès du Parlement parmi les catégories qui sont les mêmes que pour la Cour constitutionnelle que l'on vient de citer. Le titre 3 par contre ne dit pas le nombre de membres nécessaires ou disponibles parmi ces membres de cette constitution, de ce conseil de la magistrature plutôt. Regardons la construction du gouvernement. Selon l'article 92, le gouvernement est constitué d'un président du Conseil des ministres et de ministres. Le président de la République nomme le président du Conseil des ministres et le président du Conseil des ministres nomme ses ministres qui sont proposés par le président de la République. Et le président de la République a un droit de veto, c'est-à-dire que si un des ministres ne lui convient pas, il peut s'opposer à sa nomination. De plus, les ministres peuvent, selon l'article 94, être forcés à démissionner par le Parlement qui va effectuer un vote de confiance au début de leur mandat. C'est assez similaire au système français,
mais en France, le Premier ministre propose et le Président de la République nomme. Voyons brièvement comment est constituée l'administration. Les membres importants de l'administration sont nommés par le Président de la République, et les autres sont des fonctionnaires, donc ils ne sont pas nommés. Voyons maintenant, dans une deuxième partie, la proposition, la discussion et l'adoption des lois. Je vais citer l'article 71. L'initiative législative appartient au gouvernement, à chaque membre des chambres et aux organes et institutions auxquelles elle est conférée par la loi constitutionnelle. Le peuple exerce l'initiative législative au moyen de la proposition, par 50 000 électeurs au moins, d'un projet rédigé en article. Cela signifie que les lois doivent venir soit du Parlement, soit du gouvernement, soit des citoyens eux-mêmes. Le cas le plus simple est celui du référendum. Si une initiative citoyenne reçoit plus de 500 000 signatures citoyennes, alors elle peut passer en référendum. Une fois en référendum, il y a un vote binaire par les citoyens, oui non, à la majorité absolue, pour savoir si elle est adoptée. Ensuite, la loi est promulguée par le président de la République. Mais selon l'article 75, cela ne peut pas porter sur des lois fiscales, budgétaires, ou d'amnistie de remise de peine, ou d'autorisation à ratifier des traités internationaux. Alors cela n'existe pas en France, les citoyens ne peuvent pas initier de référendum eux-mêmes. Si l'initiative de la loi vient du Parlement, alors la Chambre qui l'a initiée va constituer une commission d'experts qui vont rédiger la première version de la loi. Ensuite, la Chambre entière se réunit pour amender ou non le texte, et une fois approuvé, il est envoyé à la Chambre 2. La Chambre 2 se réunit, amende ou non le texte, et si les deux chambres approuvent la même version de la loi, alors elle est validée et le président doit la promulguer. Le président peut refuser une fois de promulguer une loi, mais une fois qu'elle est modifiée et qu'elle revient, il doit la promulguer. Comme en France, le gouvernement peut faire des projets de loi qui ensuite seront débattus au Parlement. Mais les projets de loi peuvent aussi venir d'une initiative de 50 000 citoyens. Comme en France, la loi doit être constitutionnelle. L'initiative législative peut aussi venir de 1/5 des parlementaires. Désormais, voyons les autres pouvoirs qui sont conférés aux organes de ce système. Le Parlement. Le Parlement a aussi le pouvoir de censurer le gouvernement en se réunissant en congrès. Selon l'article 68, les membres du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas responsables auprès de leurs électeurs. De plus, ils sont protégés durant leur fonction. Il n'y a pas de fouille ou de perquisition possible. Selon l'article 77, si pendant une situation exceptionnelle, le gouvernement veut décréter des mesures, elles doivent être approuvées par le Parlement, même s'il est actuellement dissous. Selon l'article 81, je cite, « Le recours à l'endettement n'est autorisé que pour tenir compte des effets du cycle économique et, après autorisation des chambres données à la majorité absolue de leurs membres respectifs, lorsque des circonstances exceptionnelles se produisent. » Donc, l'État ne peut s'endetter que si le Parlement en congrès l'accepte à la majorité absolue. Selon l'article 78, les chambres décident de l'état de guerre et accordent au gouvernement les pouvoirs nécessaires. Selon l'article 80, pour les accords internationaux qui nécessitent la mise en place de lois, le Parlement doit aussi les accepter en mettant en place la loi. Maintenant, le président de la République. Nous avons vu que le gouvernement pouvait proposer des projets de loi, mais ceux-ci doivent être autorisés par le président de la République. Selon l'article 88, il peut dissoudre n'importe quelle chambre après avoir consulté son président, sauf dans les 6 derniers mois de son mandat. Mais si ces 6 derniers mois sont aussi les 6 derniers mois de la chambre concernée, alors il peut la dissoudre. Selon l'article 87, l'état de guerre est décidé par le Parlement, mais il doit être déclaré par le président de la République. Donc on voit que le président de la République doit toujours intervenir dans les lois ou les déclarations. La représentation internationale de l'Italie est assurée par le président de la République.
il ratifie les traités internationaux, reçoit les représentants étrangers, comme ses homologues. Il choisit quand auront lieu les prochaines élections des membres des chambres. Donc normalement pour un nouveau président de la République, il va demander de nouvelles élections. Donc on voit quand même qu'il a aussi un pouvoir sur les parlementaires. Maintenant voyons le Parlement. En plus de ce qu'on a vu, selon l'article 138, si le Parlement veut réviser la Constitution, donc en amendant des articles, il faut que la version modifiée soit validée 2 fois par chaque chambre, avec à chaque fois 3 mois d'écart. Mais ces versions ne peuvent pas sortir de l'État d'une forme républicaine. Donc avec un Parlement, un gouvernement, une république, une constitution, etc. Maintenant voyons le gouvernement. Il doit présenter la loi de finances qui sera débattue au Parlement, mais comme nous l'avons vu, ces lois sont limitées par la Constitution, ce qui assure l'état de droit. La Cour constitutionnelle maintenant. Selon l'article 134, elle peut destituer le président en cas de haute trahison, ce qui assure encore une fois la séparation des pouvoirs. Elle juge de quelle loi doit s'appliquer. S'il y a un conflit entre une loi de l'État italien et une loi de l'État d'une région, elle vérifie si les lois sont constitutionnelles. Selon l'article 136, si elle juge qu'une loi ou une norme est anticonstitutionnelle, alors elle cesse d'être appliquée dès le lendemain. Cela permet d'assurer, comme en France, l'état de droit. L'Italie est une démocratie parlementaire moderne, mais elle fait face à plusieurs fragilités qui affectent son bon fonctionnement. D'abord, son système politique est marqué par une instabilité chronique depuis 1946. Le pays a connu plus de 60 gouvernements. Cette instabilité rend difficile la mise en place de réformes de long terme et alimente une méfiance persistante des citoyens envers leurs dirigeants. Sur le plan institutionnel, les tentatives de réforme, notamment pour simplifier le fonctionnement du Parlement, ont souvent échoué. Le système bicaméral, où les 2 chambres ont les mêmes pouvoirs, complique la prise de décision et favorise les crises politiques. Par ailleurs, la justice italienne souffre de lenteurs importantes et la corruption continue d'être un problème structurel. Cela affaiblit l'état de droit et la confiance du public dans l'impartialité des institutions. La liberté de la presse est aussi sous pression. Certains journalistes sont menacés, en particulier ceux qui enquêtent sur la mafia ou sur les affaires de corruption. L'influence des grands groupes médiatiques liés à la politique brouille parfois les frontières entre pouvoir et information. Mais l'un des phénomènes les plus marquants des dernières années reste la montée de l'extrême droite. En 2022, Fratelli d'Italia, un parti nationaliste dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé au pouvoir. Ce parti puise son héritage idéologique dans le post-fascisme et développe un discours conservateur, anti-immigration et parfois eurosceptique. Leur rhétorique met souvent en cause les ONG, les migrants, les droits des minorités et les institutions européennes. Cela suscite des inquiétudes quant au respect des valeurs fondamentales comme la tolérance, l'inclusion ou la séparation des pouvoirs. En somme, si l'Italie reste une démocratie solide, elle est confrontée à des défis importants: instabilité institutionnelle, crise de confiance, pression sur les libertés et poussée du populisme autoritaire. Il est essentiel que les contre-pouvoirs et la société civile restent vigilants pour préserver la démocratie italienne. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.